Bonjour Régis, Bonjour. je suis ravi de t'accueillir dans la boîte à gants. Merci de me recevoir ici à la Lustrerie, donc à Gargas. Ben, merci à toi d'être venu. Pour parler de voiture, c'est toujours plaisir. Ouais, et puis on est entouré de merveilles là. Je ne sais même pas où je dois donner de la tête parce que c'est que des voitures illustres pour moi. Tu vois, il y a les 944 qui sont derrière. Je te disais tout à l'heure en off, vraiment des voitures que je veux acheter cette année. C'est celles qui me titillent, les Porsche moteur avant parce qu'elles sont encore un peu mal aimées peut-être. Mal connue, je dirais. Hmm. Mal aimée, non, parce qu'elle monte tous les jours en termes de cote. Mal aimée, peut-être par ceux qui connaissent pas la marque et qui vont imaginer qu'on a ça en dépit, alors que ceux qui connaissent trouvent que ce sont des voitures intéressantes et à conduire, c'est merveilleux. Et justement, est-ce que tu peux te présenter, parce que tu es un passionné de voitures, mais aussi surtout de Porsche, et tu as un métier qui est assez, disons, original. Ben, disons que je suis lustrier. Alors ça, c'est un métier qu'on ne connaît pas vraiment. Donc je suis spécialiste de lustres. Je restaure des lustres, je réédite, je refabrique des lustres pour les États, pour les palais, pour les particuliers. Je crée des luminaires contemporains et je collectionne les lustres anciens. Et quand on a la chance, dans des grands bâtiments comme ici, à la lustrerie, à Gargas, dans les anciennes usines d'ocre, de collectionner les lustres, le sol est vide. Donc, il est très facile pour moi de mettre des voitures et des lustres sans que rien ne se cannibalise, même plutôt ça s'apporte. Le lustre vraiment se reflète dans les carrosseries des voitures et il éclaire les voitures d'une manière différente. Donc, les gens apprécient beaucoup de voir lustre et voiture. Après, j'ai ce lieu à moi qui est très privé, que le public ne voit pas, alors que la lustrerie est ouverte au public, parce que j'ai besoin d'un lieu pour bricoler, pour avoir mes affaires et pour être seul avec mes voitures. Et puis quand je veux exposer des voitures, ben, je les emmène dans les lieux d'exposition, le musée, les nouveaux bâtiments, et j'expose des voitures, les miennes ou celles qu'on me confie, éclairées par des lustres, ou les lustres reflétés dans les voitures. Et ça, c'est quelque chose que je fais depuis le début de la lustrerie, parce que j'ai un dicton moi, qui m'a toujours motivé, ce qui n'est pas partagé est perdu. Donc, ben, quand on a de belles voitures, c'est pour partager, c'est pour aller quelque part, c'est pour amener quelqu'un, c'est pour créer une émotion à celui qui nous voit passer. Et donc ça, c'est vraiment un partage. Et pareil pour mon métier. Les lustres magnifiques que j'ai à la lustrerie, ben, c'est ouvert au public. Les gens peuvent venir voir la lustrerie. D'abord parce que ce sont d'anciennes usines d'ocre et qui ne sont pas à moi. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire de notre petit village de Gargas, dans le Luberon. Et à la fois parce que ben, ces lustres merveilleux, ils sont faits pour éclairer quelque chose. Et quand ils sont à la lustrerie, ils vivent tout seuls. Et sortis de leur contexte, on a vraiment une vision et une lecture du lustre qui est très intéressante. Et ça, j'ai pas envie de le garder pour moi. Chaque soir, quand je pars et que j'éteins, je me dis quel dommage d'éteindre, quel dommage de partir. C'est vraiment merveilleux. Et c'est pour ça que très souvent, ben, je laisse allumer. C'est ouvert au public. Il y a une exposition, il se passe quelque chose. Et dans les projets futurs de la lustrerie, c'est vraiment de la laisser ouverte comme un jardin public. C'est-à-dire, on peut se garer, on peut venir se promener. Et comme beaucoup d'endroits sont vitrés, hormis celui-là évidemment, le public aura toujours à voir un lustre, une voiture, des lustres, des ateliers, mais aussi l'archéologie industrielle de l'ocre. Donc voilà pourquoi à la lustrerie, des gens vont vous dire, mais si je connais la lustrerie, c'est là où il y a des Porsche, c'est aussi là où il y a des lustres. Régis, donc tu t'appelles Régis Mathieu. On va juste faire un petit retour en arrière quand même pour comprendre comment cette passion pour l'automobile et en particulier les Porsche est née. C'est quoi un peu tes premiers souvenirs? Comment t'as grandi? Dans quel contexte? Alors j'ai perdu mon papa très très jeune. Je sais que mon père aimait les voitures, pas ma mère. Ma maman, je l'ai toujours, elle aime toujours pas les voitures. Donc ça au moins. T'as toujours pas réussi à la convaincre? Voilà, ça au moins c'est dit. Elle m'a fait jeter quelques carcasses de voitures très intéressantes que j'ai eu le malheur de ramener à la maison. Mais moi, là, je suis un amoureux de l'esthétique. C'est pour ça que les bâtiments sont très beaux ici à la lustrerie. C'est pour ça que les lustres sont très beaux et que j'aime ça. J'adore mon métier. Et c'est un beau cadre, un beau métier avec des gens géniaux. Enfin, j'ai de la chance d'être entouré de belles choses. Et donc, cette émotion esthétique, je l'ai vécue très jeune pour des voitures. Et à l'époque, je me rappelle de trois choses qui me faisaient vraiment avoir une émotion forte. D'abord, les voitures anciennes. Quand je voyais une voiture ancienne, je me disais, qu'est-ce que c'est beau. Je suis né en 1971. On va dire que j'ai commencé à regarder les voitures au début fin des années 70 ou début des années 80. Et c'était pas un moment où les voitures étaient vraiment très belles. Mm-hmm. Mais par contre, quand je voyais passer un petit roadster anglais, quand je voyais passer évidemment des voitures de sport, sauf qu'à l'époque, on ne voyait pas des Lamborghini et des Ferrari dans la rue, on les voyait garés devant le casino de Monte-Carlo. Par contre, on voyait passer des Porsche, on se faisait doubler par des Porsche sur l'autoroute, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touchait vraiment. Mais surtout l'automobile ancienne. Je me rappelle avoir vu une ou deux fois des Bugatti garés dans le Luberon,
avec le sac à dos accroché à la roue de secours, et puis de ne pas arriver à décoller mon regard de la voiture en me disant, moi je vais rester là tant que le monsieur il n'est pas parti. Tu faisais un arrêt sur image, quoi. Ouais, vraiment, parce que j'avais l'impression que j'en prenais plein les yeux. C'était rare, c'était parfait, c'était magnifique, une vraie émotion. Pareil, les Porsche, toujours une émotion quand je voyais une Porsche. Quand je voyais une 911, je me disais, ça c'est beau, c'est vraiment bien dessiné. C'est esthétique, c'est cohérent, ça représente la force, la puissance. Je trouvais cette voiture différente et j'ai toujours aimé les 911. Mais bon, quand on est né dans les années 70, il y avait un peu que ça à l'époque. Hein. Mais cette esthétique m'a toujours plu. Et une troisième voiture qui me touchait beaucoup, c'était les coccinelles. Quand je voyais passer une coccinelle ancienne, je me dirais un jour j'aurai ça. Parce que cette voiture, elle est vraiment belle. Elle a vraiment quelque chose. Il émane de cette voiture une personnalité qui me plaît beaucoup. Comment tu l'expliques, cet attachement à cette voiture en particulier ? Quand on sait que la coccinelle a été dessinée par Ferdinand Porsche et qu'après c'est devenu la 911, je pense que ce dessin me plaisait en fait. Et la forme ronde de ce dessin me plaisait. Tu as compris la logique avant même de savoir effectivement qu'il y avait un vrai... les deux voitures me touchaient, me plaisaient beaucoup. J'ai compris que plus tard le lien entre les deux. Et puis, j'avais vraiment ça en tête. Je me disais, esthétiquement, plus tard, donc je devais avoir 12-13 ans, hein, je roulerai en voiture ancienne, parce que c'est beau une voiture ancienne, parce que j'ai envie d'être entouré de beau et j'ai envie d'aller d'un point A à un point B dans le beau. Et la voiture ancienne me touchait. Et puis, quand je voyais passer une Porsche, je me disais, non, quand je serai grand, j'aurai une Porsche. Donc ça, j'imagine que beaucoup de jeunes, de réussite, beaucoup de jeunes ont dû se dire ça dans les années 70-80. Et puis la troisième chose, c'est de me dire non, en fait, je vais commencer par une coccinelle parce que vraiment la plus belle voiture du monde, c'est les coccinelles. Et je voulais une coccinelle d'avant 1967, parce qu'elle a les phares ovales. J'avais pas fait le rapprochement que c'était des phares de Porsche, mais en tout cas, je voulais ça. Donc je me disais un jour, j'achèterai ça. Mais on est encore une fois dans les années 80, il n'y a pas d'internet, on n'a pas de portable, j'achetais Topscar et quand Topscar pour voir des voitures, je découpais quand les voitures m'intéressaient, sinon je reposais dans le kiosque à journal. Et en fait, le déclencheur a été à 14 ans, alors c'est rigolo, j'ai vu le film hier soir, donc je parle de quelque chose de très frais. Et je crois qu'il y a un nouveau qui sort dans pas très longtemps. C'est ça, je colle à l'actualité, là, complet, c'est le hasard. Donc je vais avec mon grand frère, donc j'ai un demi-frère qui a 10 ans de plus que moi, qui m'emmène au cinéma, il m'a emmené voir les Bruce Lee, les James Bond, etc. Donc je suis incollable dans la culture de la génération avant moi. Et nous allons voir Top Gun. Et donc Top Gun, c'est un super film, les avions qui dans tous les sens, ça a plu à toute une génération et j'en fais partie. Donc c'est en 86, je crois. Ouais, je crois. Et donc j'avais 14 ans, quoi. C'est rigolo. Et donc je vais voir Top Gun en 86, je suis né en 71, donc j'avais 15 ans. Avec mon grand frère, tranquille. Et quand Kelly McGillis sort avec son speedster, là, rattrape Tom Cruise et il lui fait sa scène devant sa moto, moi je me suis dit, c'est quoi cette voiture ? Je ne l'avais jamais vue. Et quand on est sorti du film, j'ai dit à mon frère, c'était quoi la voiture ? Et mon frère m'a dit, je crois que c'est une vieille Porsche. Ça, c'est une vieille Porsche, mais j'avais jamais vu de speedster. C'est ça qui est fou quand même. Moi, je suis arrivé à 14 ans, mais bon, il n'y avait pas Internet. C'est pas le même monde que celui dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Et donc, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? C'était absolument magnifique. La forme était parfaite. C'était splendide. On aurait dit une coccinelle, une Porsche. Enfin, c'était le mélange parfait pour toi, finalement. Ouais. Et donc, on est sorti du cinéma. On est allé à la Fnac. Mon frère m'a offert un livre qui est encore sur mes étagères là, qui s'appelle Guide Porsche, sur tous les modèles de Porsche. Je crois que je l'ai appris par cœur le soir même. Je me rappelle dans ma chambre avec ma petite lampe de chevet là, apprendre comme si j'apprenais une récitation. Les Porsche Préa, les Porsche A, les Speedster, les Roadster, les 911 2 litres, 2 litres 2, les 911S, la Carrera RS, enfin, et d'apprendre comme ça le guide Porsche et de comprendre qu'en fait la 356, c'est ce qui pour moi était le Graal. Donc je me suis dit en fait c'est pas une 911 que je veux, c'est pas une coccinelle, c'est une 356. Donc j'ai 14 ans, j'ai ça en tête. Ce qui est assez amusant, c'est que j'en parle à plein de gens, mais c'est comme si aujourd'hui je vous disais que je vais acheter un fiacre. C'était un truc, les gens me regardaient avec des gros yeux. Mais tu peux pas rouler avec ça, c'est des voitures de musée, ça roule pas. Alors c'est vrai qu'on n'en voyait pas rouler à l'époque. Et moi je me suis dit, c'est pas grave, j'ai une 356, je trouverai une 356. Donc j'ai tout doucement rencontré des gens qui avaient des 356, donc des gens qui sont encore mes amis aujourd'hui, hein, des amis très proches, qui sont les premières 356 que j'ai vues dans ma vie, qui habitent à Cavaillon, à Cabannes, au Thor. Et ça n'a fait que renforcer ton désir d'en avoir une. Laurent et Jo, hein, s'ils se reconnaîtront, c'est quand ils nous écouteront, m'ont montré pour la première fois une 356 en me disant mais oui c'est possible Régis d'acheter une 356, voilà, il faut que tu fasses attention que ce soit pas rouillé, il y a des numéros là, il faut que tu fasses attention à ça et puis tu pourras rouler en 356.
Et en fait, je me suis dit, bon, ben voilà, à 18 ans, j'ai une 356. Donc, évidemment, ma mère rigolait en disant d'abord commence à bien travailler à l'école et après on parlera de voiture. Donc, c'était pas tout à fait le cas à l'époque. Et donc, j'ai acheté avec ma petite copine de l'époque, qui est mon épouse aujourd'hui, la maman de mes enfants, Hélène. Que t'as prévenu qu'il faudrait Oui, aimer oui. la Alors, ça, 356. c'est rigolo parce que le soir où je la rencontre, donc au bal de Beaunieu, donc j'ai 15 ans, je sais pas si j'avais vu Top Gun ou non, mais c'est dans cette époque-là, quoi. Je la rencontre le 13 juillet. Et pendant la soirée, il y a une 911 qui débarque, et qui passe et qui se gare. Et je lui dis, bah, viens, je te montre quelque chose. Si tu sors avec moi, qu'on reste ensemble un moment, il faut que tu aimes cette voiture parce qu'à 18 ans, je vais m'acheter ça. Donc elle me dit, oui, ça va. Pas de problème. C'est acceptable. Je veux dire, si tu as envie de t'acheter ça, on avait 15 ans, donc c'était loin. J'étais venu avec une horrible mobilette que j'avais empruntée à quelqu'un qui travaillait dans la propriété. Donc on était loin de la voiture. Je crois qu'elle a dû se dire, ouais, c'est mes rêves, hein, mais mes rêves quand même, c'est pas grave, c'est pas méchant. Et puis, quelques mois après, on a acheté, donc à mes 16 ans, donc une année après, on a acheté une coccinelle, tous les deux, 2000 francs, que j'ai malencontreusement abîmée parce que je savais pas conduire et que je m'en servais quand même pour faire des tout petits trajets, en tout cas pas très loin de la propriété, mais T'as voulu tester tes limites un petit faut peu. pas le dire, ouais, je les ai vite trouvées. Et donc, je me suis pris un mur qui traversait malencontreusement sans regarder. Et donc, j'ai ramené la voiture dans un vieux hangar agricole qu'il y avait, là, en disant, est-ce que je peux garer ma voiture là, entre deux tracteurs? On m'a dit oui, oui. Et puis voilà, on a commencé à démonter la roue. Je me rappelle, c'était folklorique, on savait pas comment faire. On l'avait posée sur des parpaings, la roue, elle tournait quand on essayait de la démonter. 16 ans, jamais eu de voiture. J'étais pas très dégourdi. Bon, avec un peu de bonne volonté, on avait démonté l'aile, démonté le pare-choc, démonté le phare, etc. Et puis changé l'aile, changé le pare-choc. À l'époque, on allait dans des casses avec des copains qui avaient des voitures. Et puis, on ramenait des pièces qu'on achetait à coût de 10 euros. Avec 50 euros, on était riche dans une casse. Enfin, 50 francs en l'occurrence, qui est aujourd'hui, ce serait 8 euros. Et me voilà, bricoleur de voiture. Et puis, avec Hélène, on se dit, ben, tu sais quoi, on va la repeindre. Bon, maintenant qu'on arrive à démonter une aile, on va démonter les 4 ailes. Et puis, on va les emmener chez un carrossier, on va la repeindre. Donc, pour quelques centaines de francs, on a repeint la voiture, poli, les pare-chocs chromés, acheter une moquette, c'est ça ma clou, je m'en rappelle. Récupérer des chutes de moquette pour refaire la moquette dedans. On vient de loin quand même. Elle était plus belle qu'avant. En fait, elle était magnifique. Elle était les ailes étaient bleu marine et le capot, le toit et le capot arrière étaient gris métallisé. Et ça lui donnait un côté vieille Rolls. Bleu marine en bas, gris métallisé en haut. J'avais trouvé un pot de ville à la casse que j'avais mis derrière. J'avais un pot de ville et de jolies moquettes grises à l'intérieur. C'était pas si ridicule que ça. Et la voiture était très très belle et je l'ai vendue 23 000 francs. Donc elle avait dû me revenir 3 000 francs et j'ai vendu 23 000 francs. Donc là, j'ai compris en fait qu'il y avait un truc à faire. Donc j'ai acheté 2 voitures. Je les ai backdatées, c'est-à-dire que j'ai pris des ailes plus anciennes pour avoir le rêve que je voulais avoir à l'époque, c'est-à-dire la coccinelle avec les ailes d'avant 67, qui sont les phares des 356 en fait. T'étais en avance sur ton temps parce qu'à ce moment-là, le backdating. Non, ça se faisait pas. Moi, je faisait pas du bricolais les pare-chocs pour les mettre du bon côté. Enfin, et les voitures étaient très belles. Et enfin, encore une fois, c'était pas comme maintenant. On travaillait sur des choses qui n'avaient pas vraiment de valeur, etc. La voiture, je la vendais cher parce qu'elle était belle. C'est tout. Pas parce qu'elle avait une cote, pas parce qu'il y en avait une qui s'était vendue dans une vente aux enchères. On était vraiment loin du monde d'aujourd'hui. Mais elle était belle, alors elle plaisait à une dame, ou alors elle plaisait à quelqu'un qui l'offrait à son fils. Et puis, on trouvait des voitures pas belles, qui marchaient pas bien pour 2000 francs. Et 20 000 francs, c'était ce que ça valait, une belle auto avec une jolie peinture qui fonctionne bien. Donc, tout ça était logique, si tu veux. Donc, on a vendu ces 2 coccinelles-là. Avec l'argent récupéré, je me suis fait un petit pactole de côté et j'ai investi dans une coccinelle que j'avais payée 10 000 francs, qui était à Beaunieu, le village d'Hélène, qui était une coccinelle cabriolet type H. Donc là, ça valait beaucoup plus cher. À l'époque, moi, j'en rêvais. Donc, on achète cette voiture avec Hélène, je me rappelle, on la ramène ici, on la démonte. Ça, on savait très bien démonter tous les deux. On était les grands chefs du démontage. Ouais, c'est ça. Démonter, on savait. Remonter, De temps en temps, on avait de la chance, de temps en temps, on en avait moins, puisqu'on remontait quand même moteur, etc. Et donc, je me rappelle, cette voiture, elle avait des sacs poubelles noirs pour capote, en fait. Ils avaient scotché des sacs poubelles et la capote était en sac poubelle. Mais ça marchait, hein. D'accord. Ça s'ouvrait, ça fermait. Donc, évidemment, pour la plus-value de la voiture, c'était pas très bien. D'où le fait que tu l'as eu à un tarif raisonnable. Un tarif raisonnable, oui, parce que ça coûtait 100 000 francs, ça, à l'époque. Et 100 000 francs, on passait dans quasiment le prix des voitures un peu neuves, quoi. Donc, 15 000 euros pour ceux qui suivent. Et je restaure cette coccinelle. On part tous les deux avec Hélène, je m'en rappelle. On part en train en Allemagne et on va acheter les longerons.
parce qu'elle est un peu rouillée. On va acheter le bois qui est dans l'arceau de capote, le ciel de toit, la capote, l'isolation, des moquettes neuves, etc. Là, on voulait faire quelque chose de bien. Et donc, on ramène toutes ces pièces. Alors, c'est rigolo, on était tous les deux dans le train avec les deux longerons et la capote par-dessus. Donc, on avait une espèce de civière, tous les deux qu'on portait, là, 2 moitiés de plancher, et puis la capote, les pièces et tout. Mais on rentrait dans le train avec ça, on le mettait, on gênait tout le monde. Enfin, c'était un autre temps. Heureusement qu'elle t'avait dit quand même qu'elle aimait bien les 911, parce que là, tu l'as embarqué dans Ouais, l'aventure. mais oui, mais en fait, on vivait à deux, toutes ces choses-là, quoi. À la fois, c'était nos vacances. On allait en Allemagne en vacances, c'était super. On est allé voir des amis de mes parents, on est allé voir sa grand-mère que je connaissais pas. Enfin, on avait quand même pris le métro dans Paris avec notre baluchon de plancher c'était rigolo. Et on l'avait laissé dans le hall de l'immeuble de sa grand-mère en se disant on va se le faire piquer. Mais Hélène me disait mais il y a personne qui a une coccinelle qui suit qu'on te pique ton plancher, etc. Donc j'étais pas serein. Puis le soir on était reparti en train, les trains qui mettaient à l'époque 8-9 heures pour faire les trajets. Et quand on est revenu ici, on a restauré la voiture. Sauf qu'en Allemagne, j'avais ramené le plein de magazines. Donc et puis des copains m'en envoyaient. Donc j'avais des magazines papier, là, les ancêtres de Classic Car et tout ça, avec un K, classique allemand. Et là, je voyais les 356 à vendre. Elles avaient toutes le même point commun, elles venaient toutes des États-Unis. Elles passaient pas au TÜV allemand. TÜV, c'est l'équivalent de le contrôle technique, mais qui est plus dur que nous. Et en fait, les voitures étaient à vendre à des prix l'équivalent, donc c'était des Deutschmark à l'époque, l'équivalent de 80 000 francs, etc. Donc je pouvais acheter, puisque j'avais une coccinelle qui valait 100 000 francs. Donc je vends ma coccinelle. Et me voilà avec le budget pour acheter une 356. Tu repars en Allemagne ? J'ai 18 ans, ouais. Donc là, j'avais 18 ans et des brouettes. J'avais le permis et tout ça. Donc je repars en Allemagne et j'achète une 356. Je me rappelle, il y avait une BT5 et il y avait une SC. Hélène préférait la BT5 qui était en très bon état. Et moi, je préférais la SC parce que la SC, elle avait plus de chevaux, les freins à disque. Et puis la SC, c'était un peu le Graal des 356. Donc c'est la dernière génération, c'est la C, celle qui a 4 freins à disque et le moteur Super 90, donc 95 chevaux. C'est l'ultime modèle de 356. La batterie, le plancher à batterie était pourri. Ils avaient mis des vis Parker et un morceau de bois pour tenir la batterie. Mais la voiture était en bon état, saine. On se posait pas la question de matching number. On n'avait pas de papier, on n'avait rien. Et donc nous voilà, payer la voiture et rentrant par la route avec la voiture qui avait le démarreur qui marchait pas, qui éclairait pas du tout, qu'on poussait, mais enfin on était heureux, ça peut vous dire ça. Je peux te dire que là c'était un grand bonheur. Et en descendant d'Allemagne vers la France, on regarde dans les journaux et on voit, coup de bol, je sais plus qui m'avait envoyé ça, non, quelqu'un me l'avait envoyé en me disant, tu sais, fin août, il y a une concentration européenne de 356 au G, en Haute-Savoie. Je lui dis, ah bon, t'as vu ça où? Ouais, dans le journal local des G ou je sais pas quoi. Quelqu'un m'envoie ça. Et on dit à Hélène, on fait coller les dates et on s'arrête au G. Et nous voilà arrivés. Donc, moi, 18 ans et des brouettes. Pas encore 19. Hélène, pareil, elle a quelques mois plus jeune que moi. Donc, on avait 18 ans. La voiture y arrive tant bien que mal. Ouais, la voiture, elle était super, cette voiture. C'est rigolo, on s'est arrêté à Mulhouse, à la Cité de l'Automobile. Quand on est arrivé avec la 356, ils faisaient une expo spéciale Porsche. Mais tout ça, je le savais pas. J'étais allé au musée Porsche à Stuttgart. Il y avait rien, enfin c'était tout petit. J'avais été un peu déçu, mais j'étais tellement passionné que j'ai dû passer la journée. Là, le musée Porsche, il était la moitié de la taille de mon garage. Et j'ai dû y passer la journée. Après, on s'est arrêté à Mulhouse. Il y avait une exposition Porsche. Je ne le savais pas. Quand je suis arrivé, ils m'ont ouvert les portes avec ma 306. Je me suis garé dedans. Et enfin, c'était des vacances de rêve. On avait très peu d'argent. On mettait de l'essence dans la voiture et on bricolait pour dormir à droite à gauche. Enfin, c'était super. Vous savez, quand on a 18 ans, tout nous va. Puis quand on a 18 ans et qu'on roule en Porsche, on a l'impression qu'on a réussi sa vie, quoi. Moi, je commençais à travailler au mois de septembre. Je rentrais au Crédit Lyonnais et en ma première année d'IUT. Donc, je venais d'avoir mon bac. Tu études de banque, c'est ça? Ouais, je faisais le brevet bancaire et l'IUT en alternance. Les études, c'était pas trop ton truc, c'est si non, en fait, jusqu'au bac, c'était très, 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 très laborieux. Puis quand j'ai eu mon bac, vraiment laborieusement, ma mère m'a dit, maintenant j'ai fait mon job, tu te débrouilles. Et j'ai dit, comment ça, je me débrouille? Moi, je veux un appart, une voiture et tout. Elle m'a dit, oui, moi aussi, donc fais comme tu peux. Et donc là, je me suis dit, ça va pas le faire. Je sens que je vais pas avoir la vie d'enfant gâté que je devrais avoir normalement, mais comment je vais me débrouiller? Et donc, je rentre à l'IUT en alternance. Ils prennent 15 étudiants. Donc, on travaille une semaine sur deux, on est à l'école, mais on est payé tous les mois avec un salaire qui, à l'époque, était un pourcentage du SMIC. Mais comme je faisais ça, ma maman me payait mon loyer parce que j'allais à la fac. Et donc, c'était un peu de l'argent de poche. Et donc, cet argent de poche passait complètement dans l'entretien de ma voiture. Et j'avais mes économies
de mes coccinelles que j'avais vendues. J'avais cette voiture où il a fallu quand même que je change le plancher, que je repeigne le dessous, parce que pour qu'elle passe au contrôle technique, il a fallu que je travaille un petit peu sur la voiture, que je refasse une partie du faisceau électrique, enfin des choses normales, quoi. Et ça se méritait de rouler avec une voiture comme ça. Et donc, me voilà avec ma 356, très heureux, très fier. Et puis voilà, j'étais l'étudiant qui avait une 356. C'est rigolo quand même, hein. Les gens venaient voir ma voiture en me disant « Ah, c'est ça ta Porsche ?» Ah, je savais pas que c'était une Porsche. Ouais, bof. Puis, Ouais, c'était ça le regard des gens, c'est qu'ils ouais, comprenaient pas du tout. C'était pas la vision qu'ils avaient d'une Porsche. Ouais, vraiment. Puis ils connaissaient pas. Et toi, c'était un peu ton joyau. Tu me disais même que t'avais. Moi, j'étais avec ma 356, j'étais tout fier. T'essayais de faire en sorte de la garer sur le parking des profs, c'est ça, pour qu'elle soit protégée et tout, c'est ça? Ça, c'était la coccinelle. Puis après, la Porsche, j'ai fait ça. J'avais raconté que j'habitais très très loin, puisque en fait, mes parents habitaient à Apt, mais on avait une maison à Marseille, pas très très loin de l'école. Moi, j'avais menti comme un arracheur dedans en expliquant que tous les matins, c'est pour ça que j'étais en retard, je venais d'Apt et qu'il y avait 1h30 de route et que c'était compliqué pour moi. Et en fait, ils me permettaient de me garer sur le parking des profs, alors que j'habitais à un pâté de maison. Mais je voulais avoir ma voiture sous la main et sous les yeux, etc. Donc, bon, c'est des anecdotes rigolotes. Et donc, j'ai cette 356 et une vraie passion pour les 356. Et donc, il se passe une année et je quitte la banque, je quitte l'IUT. Ça te plaît pas? Non, la banque, ça me plaît pas du tout. Alors là, pour le coup, j'ai compris ce que je voulais pas faire. Ça, j'étais président des étudiants d'Aix-en-Provence, je m'occupais des étudiants et de la banque, et quelque part, en tant que banquier, en tant que personne qui gère de l'argent, j'ai aidé les étudiants comme je pouvais, et j'étais quand même président de la Fédération des étudiants d'Aix-en-Provence. Donc, je voulais mettre un peu d'humanité dans ce que je faisais. Et puis, c'est amusant parce que je viens d'un milieu qui est favorisé. Ma maman a toujours travaillé, on n'a jamais manqué de rien. Mais quand on arrive à l'université, à la fac, on est tous mélangés. Et là, on s'aperçoit que moi, j'étais président des étudiants, je vendais des t-shirts, par exemple. Je vendais des t-shirts que je faisais payer aux banques ou aux sponsors. J'en avais des cartons complets, je les vendais 10 francs. Et tout le monde était habillé avec nos t-shirts. Puis dès qu'une fille était mignonne, je lui en donnais 2. Enfin, c'était pas la vie des t-shirts. Et j'avais des jeunes qui, pour me donner 10 francs, avaient un mandat de leurs parents. Donc, ils n'avaient pas les 10 francs. Donc après, je me disais, attends, je peux en donner à tout le monde, je vais commencer à en donner à eux. Donc je leur disais, bon les garçons, si vous m'aidez à organiser une soirée, etc., je vous donne 15 t-shirts, quoi. Donc tout le monde était content et tout le monde rentrait dans cette dynamique. Et pareil pour la banque, j'ouvrais des comptes en banque à des étudiants qui n'étaient pas bancarisés. On faisait vraiment un chiffre d'affaires colossal à Aix-en-Provence. Et puis, on avait des directions qui venaient d'au-dessus de dire ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas, ça nous intéresse pas. Et je trouvais que c'était pas un métier que j'avais envie de faire. Je voulais pas faire une sélection. Ouais, je voulais pas déshumaniser ce que je faisais. Et j'avais l'impression que c'est ce qui se passait. Et je peux le comprendre, hein. Je veux dire, la boîte, elle a une rentabilité, quelque chose à faire. Ça m'allait pas. On a 18 ans, on est humaniste, on est plein de valeurs auxquelles on croit et auxquelles on s'accroche. Et puis, c'était trop abstrait pour moi. Des écrans d'ordinateur avec des chiffres, c'était trop abstrait. D'ailleurs, j'étais celui qui vendait la boîte la banque dans les universités, dans les sites, dans les salles. J'étais rarement devant l'ordinateur. Et donc là, j'ai réalisé qu'il fallait que je fasse quelque chose de concret, il fallait que je fasse de beaux produits. Et pour entrer à Subdeco, à l'école supérieure de commerce, je me suis inventé la reprise de la société. Donc, je reprends la société qui avait fermé. Elle avait fermé entre-temps au décès de ton père. Mon père est décédé, j'avais 11 ans. Ma maman a dirigé la société, puis était arrivée à la fermer, à vendre les bâtiments qu'on avait à Marseille et tout, et à se débarrasser de ce qu'elle avait hérité, la pauvre, qui était la société de mon père, qui marchait pas bien, c'était compliqué. Les lustres, c'était plus du tout à la mode. Et quand moi je suis arrivé en disant je vais refaire des lustres, déjà pour entrer à Subdeco, parce que là pour le coup ils me prenaient parce que je venais de la formation continue, j'avais une société, je passais pas dans le côté t'as fait une prépa, tu vas faire un concours, t'as combien en anglais. Là j'avais un projet, je savais en parler, j'avais des adultes en face de moi et là les gens étaient intéressés par ma vision des choses et ce que je voulais faire. Tu veux dire qu'à la base c'était juste une excuse pour entrer en école de commerce? Je dis ça parce que j'ai fait exactement la même chose en école de commerce. J'ai fait exactement la même chose. Tu connais même stratégie. Donc, comme j'étais pas du tout le genre d'élève de prépa, et que les prépas c'était encore plus abstrait que l'écran de l'ordinateur de la banque pour moi, c'était pas possible que je fasse ça. Et puis que j'avais un train de vie et des choses à dépenser et des voitures à acheter, donc aller travailler comme un fou devant un écran ou un cahier que ça rapporte rien, c'était pas mon truc. Et il faut pas que mes enfants écoutent ça parce que je leur explique l'inverse. Enfin, entre les lignes, je leur explique ça quand même, mais je leur explique l'inverse parce que je veux qu'ils aient des diplômes puisque j'en ai eu.
Et donc, je rentre à Subdeco avec le projet de reprendre Mathieu Fall, ça s'appelait à l'époque, Fabrique artistique de lustres et de luminaires. Et je me rends compte pourquoi la société a fermé très vite, parce que en France, il n'y a plus de marché. Les gens veulent pas mettre des lustres aussi haut de gamme soient-ils dans leurs appartements. Les plafonds sont en ras du sol, il y a des lampadaires halogènes, c'est fini le lustre. Et moi, je me dis, c'est fini en France, mais c'est pas fini à l'étranger. Il faut que j'exporte la culture française et le savoir-faire à l'étranger. Et donc, ce qui est le plus facile pour moi, c'est d'aller aux États-Unis. Mes parents, ma maman a des amis à qui elle loue une maison ici en Provence qui habite New York. Je vais à New York. J'arrive à New York, les amis sont très contents de me voir, c'est génial, on me prête une chambre, on me dit tu te débrouilles, tu rentres quand tu veux, voilà tes clés. Ça, c'est la première fois. Ça, j'avais 14 ans quand même à New York la première fois. Et en fait, je deviens très très ami avec ces gens-là. Et j'y retourne à 19 ans, 18 ans et des brouettes, 19 ans. Quand tu récupères donc la société Quand j'ai familiale. lassé, quand je commence la société en comprenant qu'il fallait que j'exporte, que c'est pas en France que j'allais vendre des luminaires. Donc en fait, Attends, mais à ce moment-là, t'as aucun savoir-faire. C'est-à-dire que le non. savoir-faire de ton père, tu l'as Non, pas. j'ai deux personnes. Comment J'ai le t'as fait gardien et un jeune qui est aujourd'hui chef d'atelier, qui est moins jeune. Le gardien, il a pris sa retraite il y a longtemps. Et je découpe des pages dans des livres où il y a des lustres en me disant ça, on va arriver à le faire. Ouais, on va se débrouiller. Et puis, j'y vais avec quelques... Parce que les lustres que vendaient mes parents, c'était pas exportable. C'était pour les appartements, les maisons. Donc moi, je découpe vraiment des pages de livres que je mets dans des sous plastiques, là, des petits feuillets, en mettant le nom de la société avec un autocollant au début. Et je vais leur dire, voilà, ça c'est des lustres Louis XV, ça c'est des lustres Louis XVI, et je vais aux États-Unis. Et donc chez Barbara et Sam, qui sont les amis de mes parents, qui étaient devenus ma famille américaine, parce que j'y allais tous les étés comme punition, parce que je parlais pas bien anglais, que je foutais rien à l'école, on m'envoyait un mois à New York, où j'étais censé travailler. Sauf que Barbara et Sam, c'était adorable avec moi, ils me faisaient rien faire, et je passais ma vie à sortir, à danser, à ramener des 501 pour les vendre à mes copains, à ramener des Vans et des Converse et tout ça. Donc c'était la meilleure punition, ouais, quoi. c'était super. J'étais amoureux de New York, c'est ce couple de personnes qui sont très âgées aujourd'hui était absolument ma famille. Et c'était génial, quoi. Puis moi, j'avais la liberté, parce qu'ici, dès que je faisais quelque chose, j'organisais des soirées. Il y a toujours quelqu'un qui appelait ma mère pour dire que je trempais dans des trucs pas bien. Je conduisais avant d'avoir 18 ans, je me faisais choper. Enfin, j'étais un peu dur pour mes parents, même si c'était une autre époque qu'aujourd'hui. Et donc, quand j'étais à New York, c'était la liberté absolue. Et donc j'y retourne à 19 ans, mais cette fois-ci avec une autre idée en tête, d'aller vendre mes lustres. Donc je bricole comme je peux à New York, les showrooms de décoration, etc. J'explique, donc les gens me disent oui, t'as quand même en envoyé, on va les exposer. Je dis mais j'ai besoin de sous pour les fabriquer. Bon, le début du business, hein, comme tout le monde. Hein. Et puis Barbara me dit, mais tu sais, Garrett, mon fils, il habite à Los Angeles, il fait des films. Tu devrais aller voir là-bas parce que pour le coup, tu peux vendre tes lustres français en décor de film. Ça, c'est les Américains. Pour eux, c'est basique. Le commerce, c'est basique, c'est intelligent. Et donc, je dis pourquoi pas? S'ils font un film sur les rois de France ou les châteaux et tout, ils auront besoin de lustres. Ouais, t'as raison. Je prends l'avion, je vais là-bas. J'avais 19 ans, j'avais droit aux billets jeunes, moins cher, aidés, ouais. etc. Donc, toujours, c'était des petits sauts de puce de 100 francs, 150 francs. J'arrive à Los Angeles et je rencontre Garrett qui savait même pas que je venais, c'était rigolo, ou qui avait oublié que je venais. Donc, il me dit, j'arrive, j'avais les clés de la maison, donc je loue une voiture et tout. Et je vais... Garrett, j'avais jamais rencontré, moi. J'ouvre la porte, et puis lui, il arrive. Il me dit, tu fais quoi, là? Ben, je lui dis, je rentre, et toi, tu fais quoi, là? Il me dit, j'habite là. Ah bon, et comment tu t'appelles, toi? Garrett. Et je lui dis, moi, ah, donc, j'étais le fils de... Oui, moi, je m'appelle Régis Mathieu, je suis français. Ah, t'es le fils des... Là où ma mère, elle va tous les étés. Donc oui, on sympathise. Heureusement qu'entre-temps, tu parlais bien anglais. Ouais, je bricolais un peu en anglais. On sympathise. Il me dit, mais pourquoi tu viens chez moi? Ben, je dis, pour dormir chez toi. Ah, mais j'ai une copine, là, ça va être compliqué, etc. Tu vas dormir sur le canapé? Ouais, bah, 18 ans, partout où on dort à Los Angeles, c'est merveilleux. Donc, je crois que je suis né en octobre, donc j'avais 18 ans vers 19 ans. Et je lui raconte mon projet, je veux vendre des lustres pour les cinémas, tout ça, décors de cinéma. Il me dit, ah, super, tu sais, je viens de faire La Planète des Singes, Remington Steele, je fais plein de films et tout. Là, j'ai un truc avec Steven Spielberg, tu sais, qui a fait E.T., je lui dis, bah ouais, tu peux pas leur vendre des lustres à eux? Il me dit, ouais, facile, je vais te les présenter et tu te débrouilles et tu leur vends des lustres. Et puis, je lui dis, mais j'ai une deuxième passion, c'est les Porsche 356. Je voudrais trouver des sièges de Speedster pour mettre dans ma 356 coupé, parce que les sièges sont trop confortables. Je conduis comme un jobard, à l'époque, forcément, 18 ans avec une Porsche. Hein. Et j'ai besoin de sièges de Speedster. Et donc, Garrett me dit, bah, si tu veux, ce soir, je vais
à une partie, un barbecue, dans la maison où ils avaient tourné Happy Days, la maison des Cunningham. Et tu verras, il y a tous les gens qui louent des voitures, c'est l'industrie, ça s'appelle là-bas, il y a tous mes copains, viens avec moi, donc on va tous les deux, je mets ma belle chemise, mon beau pantalon, et on va à la soirée, et je rencontre des acteurs qu'on connaît, enfin j'étais dans un autre monde. Et puis il me dit, lui c'est celui qui loue les voitures pour les films. Donc je lui dis, voilà, je cherche des sièges de Spister, Porsche Spister, vous savez ce que c'est? Il me dit, ouais, ben évidemment, c'est moi qui ai loué celui de 48 heures, c'est moi qui ai loué celui de là, c'est moi qui ai loué celui de là, j'y t'en as. Il me dit, oui, j'ai un garage plein de Porsche. Et il me dit, des Spister, j'en ai un, et les sièges, je les ai, si tu veux, je te les vends. Viens demain au garage où il y a les Porsche, telle adresse, etc. Et donc le lendemain, j'y vais. Guérette, le soir, en dessous couché, il me dit, ah, mais demain, tu déjeunes avec moi parce que je te présente l'assistante de Steven Spielberg, puis il sera avec nous pour déjeuner. Mais à ce moment, dans ta tête, c'est un peu la folie. Steven Spielberg, il venait de faire E.T. Il était connu, mais pas plus que ça. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui. J'ai pas déjeuné avec Tom Cruise et Steven Spielberg d'aujourd'hui. Non, sauf que je vais voir des sièges de Spister, j'ai mon catalogue, ma petite mallette, mes photos de lustre et tout. Donc moi, je suis prêt à travailler, il n'y a pas de souci. Et le matin, je me lève tôt, décalage horaire oblige. Je prends ma voiture. Los Angeles, c'est tout un peu long, un peu grand. On est en 1980, je sais plus, 90 ou 91, un truc comme ça. J'ai 19 ans, je pense qu'on est en 92 peut-être. 91, 92. C'était génial l'expérience là. Donc j'arrive dans ce garage-là et le mec me dit « Ah, t'as amené Spister, viens, je vais te montrer ce que je suis en train de faire. » Et je vois un beau Spister gris avec les portes en aluminium, plein de trous dans les portes, plein de trous dans les pédales, je me rappelle très bien de ça. Il se faisait un Spister très léger pour courir. Et il me dit « Tu vois, ça fait 10 ans que je cours avec le rouge qui est là. » Et en fait, le rouge, il avait une bulle en appui-tête, il avait des freins à disque, il avait des compteurs de GT, c'est lui le rouge. Et il me dit, j'en fais un plus léger, parce que lui, la caisse est d'origine, je fais maintenant avec les ouvrants plus légers et tout, et un moteur plus gros, avec un gros pot d'échappement. Hein. Donc je regarde, très épaté. Et il me dit, si tu veux acheter les sièges du rouge, je te les vends. Et je lui dis, bon, super, mais t'as les papiers du rouge? Il me dit, oui, évidemment, j'ai les papiers, c'est ma voiture. Et je lui dis, tu pourrais pas me vendre la caisse complète? Mais il me dit, oui, mais je la garde pour les pièces détachées au cas où je casse des pièces sur la mienne. Mais oui, fais-moi une offre. Et là, je lui dis, ouais, vas-y, Franco, Régis. Je lui dis, tu vois, dans ma mallette, là, j'ai $20 000. Et $20 000, à l'époque, c'était pas loin de 100 000 francs. Donc, c'était un peu la valeur de c'était 90 000 francs, je me rappelle. C'était un peu la valeur de ma SC. Que je comptais jamais vendre. Ma première voiture, jamais je la vendrais. Hein. Et le mec me dit, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça va. Et là, je lui dis, je suis désolé, il faut qu'on fasse un contrat, tout ça et tout. Je reviens ce soir avec Guérette et on fait un contrat et j'achète la voiture. Et là, je me dis, putain, Régis, il y a un Spister là. T'as un Spister, mais c'était même pas le rêve, c'était le cran au-dessus de mon rêve. Et t'as 20 ans, quoi. T'as même pas 20 ans. C'est surtout pas $20 000. C'était ça le problème. Mon petit problème était là. J'avais une mallette, c'est vrai, mais dans lequel il y avait que des catalogues de luxe et le catalogue de Christophe Tanner, qui est le mec qui vendait les pièces de Porsche, dans lequel il y avait tous les numéros de série. Donc j'ai bien vu que le Spister avec les bons numéros, je savais faire que ça à l'époque, regarder les numéros de série. T'avais déjà le sens du commerce, quand même. Ouais, du bluff surtout. Ouais, mais ça fait partie donc là, j'arrive au déjeuner, mon pote me dit, il y a Steven Spielberg, donc c'est super, c'est lui, il a plein de films et tout, des trucs d'extraterrestres, d'Indiana Jones et machin, ça. Et donc, moi, mais Steven Spielberg, je m'en foutais complètement. J'avais un Spister, la possibilité de m'acheter un Spister. Guérette, faut que je te parle, mais pour l'instant, concentre-toi, parce que lui, je me rappelle il aimait bien son assistante et il essayait aussi de placer, il aimait bien son assistante, il plaçait ses affaires. Donc moi, il fallait pas que je parle de Spister, c'était pas le moment, il fallait que j'attende la fin du repas. Donc, je me rappelle, on discute et tout ça, et puis je parlais de mes luminaires, de tout ce que je pouvais faire, mais sans conviction, hein. Honnêtement, j'ai vraiment été nul. Je n'avais en tête que mon Spister. À la fin du repas, donc tout le monde s'en va et tout, puis Garrett il me dit, qu'est-ce qui t'arrive, je vois bien que t'es. Je dis, je vais acheter un Spister, donc je lui raconte et je lui dis, voilà, il faut que j'ai $20 000, il faudrait que tu me prêtes $20 000, enfin ça me gêne de te demander ça, mais c'est vraiment important, et je te rembourse dès que je rentre en France, je vends ma voiture, je te rembourse tout de suite. Ouais, les Américains quoi, ouais, aucun problème, on y va. Donc on va là-bas. Et puis, il revoit son pote. Il lui dit, ah, c'est toi, tu l'as rendu fou, hein, le petit français, là. Il est comme un fou. Ah, c'est celle-là, la voiture. Ouais, sympa, elle est sympa. Tu vas être rigolo avec cette voiture en France et tout. Bon,
Voilà. Et La voiture de oui, en plus, elle est rouge. ouais, là-bas, c'était un speedster en Amérique, c'était quand même quelque chose. Et on s'assoit. Et il me dit, mais tu vas la ramener comment en France? Ah, bah, ça, je sais pas du tout. Moi, peut-être je vais la laisser là, de toute façon. Et je lui dis, mais je peux faire un petit tour avec quand même. Donc, je me rappelle, un petit tour. J'avais un Walkman à l'époque et je mets Lou Reed dans ma tête. Donc, et j'écoute Lou Reed là, dans le speedster. C'était mon rêve. Je voulais écouter Lou Reed dans le speedster. Donc, je me fais mon petit trip. Et puis, quand je reviens, Guéret me dit, mais tu sais, ta voiture, il a les pièces. Hein, si tu veux, il pourra te les envoyer après. Je dis, c'est quoi les pièces? Ben, le moteur d'origine, le train avant, le train arrière d'origine et tout ça. Et lui, il appelle quelqu'un, il lui dit, il y a une palette avec des pièces de cette voiture, tu veux pas aller la chercher? 5 minutes après, un Américain qui revient avec un Clark et qui me ramène le moteur, le train avant, le train arrière. Donc, le deal se finit que pour $22 000, il remonte tout ça sur la voiture. Et j'ai une voiture roulante. Parce que moi, j'avais acheté la caisse. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que la facture qu'il m'a fait, il y a marqué que j'ai acheté la caisse. Parce qu'ils avaient fait le papier avant de me redonner tout. Et donc, sur ce, ça se finit, le deal se finit. Je voulais pas faire le mec trop impatient. Puis moi, j'étais venu 3 jours en Californie, donc je devais repartir. J'ai eu l'expérience aussi pour la première fois de manger des sushis de ma vie et pour la première fois d'aller aux endroits là où les nanas dansent et on leur met les billets pour fêter mon speedster d'ailleurs le soir même. Donc c'était un voyage super. Et donc, Guéret adorable, paye la voiture, etc. Je retourne à New York, je reviens en France. Et la voiture est montée pendant ce temps-là. Et puis Guéret m'a envoyé des photos, la voiture sur ses roues. Il me dit, tiens, je t'ai acheté des enjoliveurs, je te fais cadeau d'enjoliveurs. Et puis un jour, il me dit, tiens, j'ai fait un tour avec ta voiture. Le moteur était dedans. Enfin, j'étais comme un petit fou à l'époque. On recevait pas des textos à l'époque. Hein. C'est-à-dire que je recevais une semaine après une lettre avec 2 photos. Donc c'était ce délai-là, j'étais comme un petit fou. Et donc je rentre, on devait être au mois d'août, et en fait, je voulais absolument avoir ma voiture pour la rentrée. Et la voiture est mise dans un bateau, ça prend énormément de temps. Et je voulais la voiture pour mon anniversaire, pour le mois d'octobre. Pareil, ça a mis du temps, je l'ai pas eu. Et quand j'ai eu la voiture, qu'elle est arrivée, je suis allé la dédouaner au Havre. Donc là, j'étais vraiment... Je la dédouane pas comme une voiture, mais comme des pièces détachées, puisque j'ai la facture comme quoi c'est des pièces détachées, c'est une caisse. Donc je paye rien comme droit de douane de voiture. Sans le savoir, t'as fait un très bon coup en fait. Si, je l'avais vu en photo la voiture. J'avais vu sur des petites photos, je les ai encore, elles sont carrées là. Non, je veux dire sans le savoir, t'as fait un très bon coup dans le sens où tu l'as acheté en pièces détachées, tu l'as officiellement en pièces détachées alors qu'elle était roulante. Oui, à la fin elle est roulante, mais encore une fois, il n'y avait pas vraiment de cote, donc c'était pas vraiment un bon coup. Mais je me rappelle que quand j'arrive à la douane, le garçon me dit la voiture elle est pas là, il faut payer des droits de douane, des ci, des ça, mais la voiture elle est déchargée au container. Donc c'est midi, il me dit si vous voulez je vous dépose. Moi, volontiers. Puis là il me dépose et je me rappelle on est arrivé, il y avait une dalle en béton et un espèce de quai qui montait. Ma voiture elle était à côté d'une Mustang, elle était en haut, elle était neuve la voiture, elle brillait au soleil, elle était magnifique. Alors elle a toujours été très patinée, mais là elle avait envie de faire la belle. Donc le mec me dit pour des pièces détachées vous en êtes bien sorti vous. Alors je dis attends, plus elles sont belles, plus elles brillent, plus elles sont pourries les voitures américaines, etc. Et là on va voir la voiture, il vient me voir en me disant lui il m'a arnaqué là. Donc je vais le redresser et donc on s'approche de la voiture, j'essaye de démarrer, elle démarre pas. Je tourne le robinet d'essence qui était arrêté et là toute l'essence elle coule par terre là. Et donc, ça pue l'essence, etc. Et je lui dis, je crois que j'ai besoin d'une dépanneuse. Et le mec, il me dit, bon, allez, débrouillez-vous, puis il s'en va. Et pour le coup, il me laisse ma voiture, mon papier d'importation et tout ça. Donc, j'étais peinard. Et là, je lui dis, allez, sois gentil et tout. C'est bon, maintenant, t'as fait le cinéma, tu peux y aller. Et je mets sur réserve. Donc, ça arrête de couler de l'essence par terre. Là, elle démarre, la voiture. Elle m'emmène jusqu'à une pompe à essence. Je mets le plein d'essence. Et je me dis, il faut que je me casse le plus vite possible du Havre. Je veux être loin. Et je prends l'autoroute. Et sur l'autoroute, je me dis, mais quand même, j'ai jamais vu la voiture. J'ai jamais regardé dessous, j'ai jamais regardé le côté. Je sais même pas à quoi il ressemble le moteur. Je sais même pas s'il y a dans le coffre avant. Je m'arrête. Et puis, là, je me suis fait mon grand moment de plaisir. J'ai passé 1 heure à regarder ma voiture. Je suis assis sur la barrière d'autoroute. J'ai ouvert le coffre avant, le coffre arrière. J'ai regardé sous les sièges. J'ai regardé partout, en fait. Je l'avais. Elle n'était pas encore à moi. Et très gentiment, elle me ramène jusqu'au Havre, jusqu'à Paris, Bercy. Je la mets sur un train. Donc là, c'est moi qui la charge sur le train. J'étais traumatisé qu'il m'abîme l'embrayage ou quelque chose. Je voyais bien que la direction, ça marchait pas bien. Je voyais bien que les freins, ça allait pas droit. Enfin, je roulais tout doucement. Et le lendemain matin, je me réveille à 5h du mat, à Avignon. J'avais fait la nuit dans le train. Et là, ma voiture, je la décharge.
5 heures du matin, et je vais chez mon ami Jacques, qui est décédé aujourd'hui, mais grâce à qui j'avais fait des réparations sur ma SC. Si j'avais pas eu Jacques, j'aurais toujours une SC qui marche mal. Mais grâce à lui, il m'a fait freiner droit, régler le ralenti, appris ce que c'était l'avance, etc. C'est un garçon que j'ai connu au G, cette fameuse manifestation, où il faudra que je vous raconte l'anecdote, c'était rigolote, d'autres anecdotes. Et donc j'arrive chez Jacques, ma voiture il a un chemin très très long entre les pommiers, où c'est pas carrossable en fait. Il faut rouler tout doucement pour pas abîmer la voiture. On entend le dessous qui frotte l'herbe là tout le temps. Lui il appelle ça, il dit c'est pour nettoyer le dessous du moteur. Et devant son portail, la voiture elle fait bleu plap 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 plap. Et voilà, la voiture arrêtée, 5h30 du matin, et moi je m'endors. Et Jacques me réveille vers 7h ou 7h30 en me disant qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ce machin? Je dis Jacques, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je vais aller chercher Hélène à l'école, lui faire une surprise à midi. Il faudrait que ma voiture elle marche, mais là je sais pas ce qu'elle a, elle marche pas, puis elle freine pas, et puis le volant il est pas droit et elle va pas droit. Enfin, mais à part ça, elle est super, elle est belle. Alors il me dit mais c'est quoi cette voiture? Je me rappelle. Mais tu t'es fait arnaquer, il y a même pas de vide sur les côtés. C'est quoi cette voiture que t'as achetée? Jacques avait une Préate 51. Aujourd'hui c'est son fils qui l'a. Et la plus vieille Porsche qu'il y a en France. Et donc Jacques connaissait par cœur les 356. Et donc il me dit mais regarde ton train avant, ils l'ont pas serré. En fait ils l'ont juste mis là pour poser la voiture sur ses roues. Le train avant il est pas serré, tu vas te foutre en l'air. Je lui dis elle est gentille, elle m'a emmené jusque là déjà. Et mais il me dit mais ton moteur, il y a plus d'huile. Il n'y a pas d'huile dans ton moteur. Mais je lui dis ah bon. Mais il me dit regarde, elle fume bleu ta voiture et tout. À mon avis il est rincé ce moteur complètement. Puis il y a une grosse fente sur le carter. Il a dû exploser ce moteur, ils ont dû remonter comme ils pouvaient. Je dis oui, mais elle marche quand même, elle m'a emmené jusque-là. Et donc, on règle les freins, on met de l'huile, on fait les culbuteurs, on serre le train avant, et je pars avec une voiture qui va droit, qui freine, plus ou moins, qui mange autant d'huile que d'essence, mais ça c'était un petit détail. Et je vais chercher Hélène à l'école, et voilà comment l'histoire d'amour avec cette voiture a commencé. Voiture qui a été géniale. Après, on est parti en Florence avec Jacques et d'autres amis à Florence. La voiture nous a ramenés. Là, elle mangeait plus d'essence que d'huile que d'essence à l'époque. Puis un jour, on a dit, on va quand même enlever les culasses pour voir ce qui se passe. Et dans un des cylindres, j'avais pas de segment. Donc, l'huile passait à travers. Mais à l'époque, on a changé que les segments quand même. Hein. Et la voiture, elle a roulé 20 ans. Avec le vieux moteur, la fente sur le capot, on a mis du chewing-gum. Je l'ai encore d'ailleurs. Le chewing-gum, il y a encore, qu'on a mis avec Jacques à l'époque. C'était la pâte pour boucher le trou parce que ça se pointait de l'huile sur la soudure qu'ils avaient fait à l'époque. Justement, tu parlais du rassemblement où tu as rencontré ce fameux Jacques. Alors, c'était sur le retour d'Allemagne. Ça, c'est très rigolo. C'est pour montrer aussi que c'est toute une autre époque. Je vais la faire courte après la fin des voitures parce que les deux premières que j'ai achetées, il y a des anecdotes quoi. Après les voitures, c'est la vie est normale. Voilà, ouais, j'ai 30 voitures maintenant. Elles ont toutes une histoire rigolote, mais les achats ont moins été folkloriques que les deux premières. J'arrive au G et là, je me sens un peu bizarre. Moyenne d'âge 70 ans. En fait, il n'y avait pas de jeune qui avait 356 à cette époque. À cette époque, la 356, c'est la voiture du mec qu'il a eu quand il était jeune et qu'il la rachète à sa retraite. Mais vraiment, moyenne d'âge 70 ans. Jean-Pierre Kingsley, pilote en Californie de 550. On le connaît, 550 rouge avec un casseur sur le capot. Était là. Que des noms comme ça. Le fameux Christophe Tanner dont j'avais le catalogue était là en personne. Et puis que des personnes âgées qui avaient ces 356. Malheureusement, beaucoup sont décédés aujourd'hui, puisque là on parle de 1990 ou 89 ou 90 je crois. Et donc on arrive avec Hélène, avec notre voiture qui démarrait pas parce que le démarreur était trop faible et il fallait la pousser. Et on est adopté. Mais adopté. J'y suis allé à toutes les concentrations après. Tous ces gens sont devenus mes amis. Certains, je les ai encore comme amis. C'était nos vacances à l'époque. On allait au G à la fin août pour rencontrer nos amis des 356 et c'était vraiment nos vacances. Donc on a fait ça pendant presque 20 ans. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Après, c'était plus les G, mais c'était Gex-Le Mans. C'est pareil, c'est la frontière. Et il y avait des Suisses. Et tous ces gens sont encore mes amis aujourd'hui, que je fréquente encore avec énormément de plaisir, qui m'ont connu à 19 ans et qui ont vu mes enfants naître, qui m'ont vu arriver avec des couffins dans les 356 et les poussettes derrière, etc. Et puis qui nous... Aujourd'hui, je viens d'avoir 50 ans, c'est assez bizarre de se rappeler de cette époque. J'ai l'impression que c'était hier et que ces vieux, ils devaient avoir 50, 60 ans, quoi. Parce que ces voitures, il faut dire qu'elles t'ont accompagné sur toutes les phases de ta vie, ouais, en fait. Complètement. Et donc, j'ai ce speedster que
que j'ai pas payé bien cher. J'ai vendu mes coccinelles, j'ai vendu ma SC. Alors quand je suis arrivé en France, quand même, ma mère était très 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 remontée, que j'ai pu faire des dettes aux États-Unis chez l'enfant d'un ami à elle. Elle t'en voulait sur le principe, c'est ça? Ah ouais, non, là elle m'a dit c'est n'importe quoi, etc. Donc ma mère, elle rembourse de suite Guérette, envoie un virement. Et là, elle me dit, je te préviens, tu vas me rembourser tout de suite, ta voiture, tu vas la vendre tout de suite. Là, dans la semaine qui vient. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, il fallait se lever tôt quand même pour vendre des voitures. Donc je téléphone à l'organisateur des G, je lui dis, tu connais pas quelqu'un qui pourrait acheter ma SC parce que ma mère, elle est vraiment pas contente et il faut que je vende ma SC. Et donc la SC cotée à l'époque 130 000 francs, 140 000 francs, je l'ai vendu 90 pour payer mes 20 000 $. Donc évidemment, j'ai vendu tout de suite. Hein. Ça n'a pas été l'affaire du siècle, mais c'est le prix que j'avais payé en fait. Donc ça allait, mais j'avais mon Spister. Et avec mes quelques économies qui me restaient, j'ai acheté une 911 2 litres de E orange qui était en bon état mais qui ne démarrait pas. Encore une histoire amusante que j'essaye de faire vite. Je vais voir cette voiture. Le monsieur en voulait 90 000 francs. La voiture ne démarre pas. Et donc, je lui dis, ben, je ne t'achète pas, elle ne démarre pas, je l'achète pas. Donc, j'avais à peu près 50 000 francs. Non, je me rappelle, non, j'avais 40 ou 35 000 francs. Ouais, non, j'avais pas 90 000 francs. J'avais 35 000 francs. Et le monsieur essaye de faire démarrer la voiture, elle ne démarre pas. Donc, je lui dis, ben, il faut changer la pompe à injection. Pompe à injection, on sentait bien que ça ne marchait pas bien, que ça ne démarrait pas, sa pompe à injection ne marchait pas. Je lui dis, il faut que vous vous renseigniez chez Porsche ce que ça vaut une pompe à injection ou ce que ça vaut la révision de la pompe à injection et le faire. Donc, il appelle chez Porsche, Porsche envoie un devis pour venir chercher la voiture avec une remorque, changer la pompe à injection, faire le service et ramener la voiture. Et ils lui disent, ça vaut 40 000 francs de faire ça. C'était Porsche à l'époque, ça coûtait cher, c'est comme aujourd'hui, hein, c'était pas leur spécialité. Et changer la pompe Bosch, ça coûtait une fortune. Et donc, le monsieur me rappelle en me disant, ouais, enfin, j'ai pas envie de mettre 40 000 francs dans ma voiture, donc soit vous la prenez comme ça, soit, voilà, je la vends pas, quoi. Et je lui dis, bah oui, mais si je la prends comme ça, c'est 50 000 francs, puisqu'il y a 40 000 francs de réparation. Il me dit, oui, bah si vous me donnez 50 000 francs, ça va. Je vais voir ma mère, je dis, maman, il me manque 15 000 francs pour faire l'affaire du siècle. Elle devait plus en pouvoir. Alors, ma mère me dit, ouais, t'arrêtes avec tes trucs affaire du siècle et tout. Toutes les semaines, c'est l'affaire du siècle, il y a un truc, c'est l'affaire du siècle. J'arrive à la baratiner, et elle me dit, je te préviens, je te les prête, les 15 000 francs. Mais tant que tu m'as pas répondu, tu t'en sers pas de la voiture. Tant que tu m'as pas remboursé, tant que tu m'as pas remboursé, elle est à moi. Bon, je dis ok. De toute façon, il fallait que je dise oui pour aller vite là. Je dis ok. Je me rappelle, on va voir la voiture avec la vieille classe A de ma mère, vieille classe A. Et première génération. Ouais. Et une corde. Et donc je prends la voiture avec la corde, avec la voiture de ma mère. Donc je dis à ma mère, tu me tractes. Elle était folle furieuse parce que d'abord je lui ai dit c'est à côté de la maison. C'était à 150 km, mais c'était à côté de chez Jacques. Et donc, on prend la voiture avec la corde, on emmène la voiture chez Jacques, et je lui dis, maman, si je la laisse là, la voiture, le monsieur, tant demain, elle démarre, et il la vend quelqu'un d'autre. Donc, il faut l'enlever. Elle était furieuse. Donc, on va chez Jacques. Là, je me fais allumer. Jacques avait l'âge de ma maman. Je me fais allumer. Elle dit à Jacques, tu gardes la voiture tant qu'il m'a pas remboursé. J'en ai marre de ces conneries. Tu gardes la voiture. Je veux pas l'avoir à la maison. Et tant qu'il m'a pas remboursé, tu la gardes. Quelques mois après, quand même, hein, ça a été un peu long de trouver cet argent-là. Je rembourse et je paye l'assurance parce que c'était aussi compliqué c'était pas comme aujourd'hui, voiture ancienne, etc. Et j'appelle Jacques et je lui dis, Jacques, on va pouvoir bricoler sur la voiture. Et là, il me dit, laquelle, la orange? Je lui dis oui. Et tu veux faire quoi sur la orange? Je lui dis, la faire démarrer. Ah, mais ta voiture, elle démarre très bien, tu rigoles. J'ai mis du dégrippant dans la pompe à injection et puis le lendemain, elle a démarré au quart de tour. C'est sérieux? Et tu m'avais pas dit? Non, ta mère, elle voulait pas que je te dise. Je dis, vous n'êtes pas sympa. Elle me dit, par contre, ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle pisse l'huile et que l'échappement, il a un gros trou et qu'elle fait un bruit pas possible. Je lui dis, je m'en fous, je viens la chercher, on roule avec. Et donc, on a changé un tube de retour d'huile par le dessous. Il y avait un kit à l'époque, donc ça m'a rien coûté. Et on a ressoudé à l'ancienne, là, le pot d'échappement avec une rustine pour qu'il fasse pas de bruit. Et donc, cette voiture était en excellent état, très, très, très originale. Et j'étais très fier de cette voiture, 2 litres de E avec la suspension MacPherson, donc la 911 la plus confortable de toutes les générations de 911, mais qui se penchait un peu dans les virages par rapport au S qui avait une barre stabilisatrice devant. Et un jour, je vais au circuit du Castellet avec cette voiture voir le club Porsche de France, qui avait toutes des belles RS de litre 7 alignées, etc. Qui te faisait rêver un petit peu, j'imagine. Donc on est en 92, 93 là, donc j'ai passé une année par rapport au Spister. Et la RS 92 venait de sortir. Et donc là, il y avait l'alignement de ceux qui avaient des RS 27 d'avant, la génération d'avant, on va dire, les vieux PP. Et puis, les mecs qui avaient vendu leur RS 27 et qui s'étaient achetés des RS 92. Donc, il y avait toutes les couleurs de RS 92, c'était magnifique.
Et donc, moi, j'ai ma voiture qui est là, je suis tout fier, hein, je la gare pas loin des RS27, même si Philippe Honnet, à l'époque, le président du club Porsche, il me disait qu'il m'appelait chiffon et rondelle parce que je faisais pas de circuit, je venais quand même au circuit. Et je nettoyais ma voiture sur le bord du circuit. Mais il était très sympa, il me donnait des catalogues des autres clubs Porsche, des magazines. Vraiment, j'ai toujours été un peu le chouchou parce que j'étais vraiment passionné et les gens étaient adorables. Et un monsieur vient me voir en me disant suspension McPherson, original, il appuie sur ma voiture, j'ai dit qu'est-ce qu'il veut lui. Et il me dit vous la vendez pas? Alors, je dis ben non, moi je vends pas de toute façon, j'ai tellement de mal à acheter que franchement j'ai pas envie de vendre. En plus elle marchait super bien, elle était nickel, très originale, le carnet, la petite boîte de peinture. Et il me dit je cherche la même que la vôtre parce que la mienne n'est pas du tout confortable et sur les pavés à Paris ça le fait pas, je voudrais la même que la vôtre. Je lui dis bah désolé, hein, tu vas t'en trouver une. Et je lui dis c'est quoi la vôtre quand même, par politesse quoi. Et il me dit là-bas là. Donc là il y avait toutes les RS de cette alignée. Et je lui dis bah, derrière les RS. Il me dit non c'est la RS blanche qui est là. Qui est juste là. Voilà, qui est juste là maintenant. Et je lui dis ah bon et vous voulez vendre la RS de 7 pour acheter une 2 litres 2. Il me dit oui. Et je lui dis ben on n'a qu'à échanger. Ah il me dit pourquoi pas. C'est vrai c'est bien. Bonne idée. Toi t'as balancé comme ça mais. Ouais, bah, je balançais en échange. À l'époque, une RS de 7, ça coûtait 700 ou 800 000 francs. Et ma voiture, 90 000 francs. D'accord. Et en fait, donc, la RS de 7 avait plongé au niveau des cotes parce que plus personne en voulait, parce que tout le monde les vendait pour acheter une RS 92. Donc, ça a été la fenêtre de tir. Qu'en fait, elles sont venues se parler au niveau cote, quoi. Et on a négocié que je lui donne la 2.2 plus un tout petit montant d'argent pour qu'on fasse l'échange. Et donc, moi, je me dis, il y a un loup, c'est pas possible. Il y a un loup sur cette voiture, c'est pas possible que le mec il me la vende ce prix-là. Et je devais aller au Maroc, toujours pour vendre des lustres, là, dans les palais présidentiels. Donc là, à ce moment-là, tu essaies de développer l'entreprise, tu mets absolument tout ce que tu as dans l'entreprise. Ouais, enfin, non. Les voitures, ouais, non, en fait, non. Tout ce que je gagne des voitures, je laisse dans les voitures. Parce que dans l'entreprise, je gagne rien en fait. Mais je voulais pas vendre des voitures pour mettre des sous dans l'entreprise. Tu travailles comme un forcené, mais t'as pas encore le niveau de vie. Ouais, non, pas du tout. On vit avec le salaire d'Hélène qui est psychologue. Ok. Qui finit ses études de psychologue, etc. Mais on est jeune. Quand on est jeune, on a besoin de rien. Je veux dire. Évidemment, d'eau fraîche. Et puis c'était une autre époque. Quand j'étais au Crédit Lyonnais, je m'étais fait un crédit pour m'acheter un appartement. Donc j'avais un petit loyer de remboursement du crédit dans mon petit appartement à Marseille. Et la société marchait. Donc en fait, moi, il fallait que je garde mes voitures et je paye mon loyer. C'est tout ce que j'avais besoin pour moi de vivre. Et en fait, on ne partait pas en vacances. On venait ici à la campagne, puisque après d'Apt, ma maman avait une maison de campagne. Les parents d'Hélène étaient ici. Et on faisait le maximum on allait voir les voitures sur les circuits, on allait voir les sorties Porsche avec nos vieilles Porsche. Et ma passion, c'était de rouler avec mes voitures. Ça me suffisait. J'avais 20 ans, hein, donc je développais mon entreprise. Donc elle me ramenait pas d'argent. Il fallait faire croire que je suis riche parce que sinon j'étais pas crédible. Donc avec mes vieilles Porsche, ça passait à peu près. Et je roulais tous les jours pour pas rouler avec mes vieilles Porsche, je roulais toujours avec une Porsche à moteur avant. Je me rappelais, je l'achetais à un certain prix. Et en fait, quand il fallait faire la révision, changer les pneus, etc., je la revendais le prix que j'avais acheté, j'en achetais une autre. Donc de 944 par exemple. Ouais, 944. J'avais eu S2, j'avais eu turbo 220 chevaux. Et donc voilà comment je m'organisais. C'est-à-dire que les voitures se s'autofinançaient. Et donc me voilà, je vais à Paris, je me rappelle toujours de ce moment. Donc je vais au Maroc. Je prends le billet d'avion Marseille-Paris, Paris-Casablanca. Et Léon, le monsieur qui était propriétaire de la voiture, de la Porsche RS, vient me chercher à l'aéroport et je lui dis j'essaye la voiture et je veux lui faire la surprise d'aller chez Sonoto voir Valentin Cazer, mon ami, qui, passionné de 356, était un peu la référence, l'est toujours d'ailleurs, il est à la retraite, mais ça reste la référence chez Porsche des 356. Est-ce que tu peux expliquer juste Sonoto parce que c'est une petite particularité française. Sonoto, c'était le concessionnaire Porsche pour la France qui distribuait la marque Porsche. Et Sonoto Levallois, donc qui vendait les Porsche, qui avait vendu à l'époque les Porsche 356. Je finis l'anecdote, après on parlera de Sonoto. Et donc j'arrive avec la RS 7, je dis à Valentin, cette RS 7, est-ce qu'on peut la mettre sur le pont? Je veux voir qu'elle n'ait pas été accidentée, qu'elle ne soit pas rouillée. Mais elle avait 20 ans la voiture, hein, elle n'était pas si vieille que ça. Et Valentin me dit, tu rigoles, je la connais ta voiture, c'est celle de Léon. C'est nous qui l'entretenons, je la connais bien. Par contre, il me dit, viens avec moi dans le bureau. Donc je vais avec lui dans le bureau. Moi j'avais déjà fait le deal dans ma tête, hein, donc il va me dire encore que la voiture elle est morte.
Donc j'ai un petit moment de stress, il me dit assis-toi et tout, il me dit je te préviens Régis, cette voiture elle est 100% d'origine, tu vas rien faire avec cette voiture. Dès que tu vas aller sur un circuit, tu vas te faire déposer par les RS92. Pour que cette voiture commence à être performante, il faut que tu mettes des freins de turbo, des barres de turbo, etc. Et je lui dis Valentin, t'es bête ou quoi? C'est une voiture de collection pour moi ça. Demain, ça sera la 911 la plus rare, la plus mythique. Pendant 20 ans, il n'y a aucune voiture qui s'est alignée à cette voiture. Donc regarde, elle a la petite bombe de peinture, elle a son carnet, tout est tamponné, il y a l'additif, elle a ses moquettes, elle est très très originale. Et je l'achète plus pour la mettre sur des circuits, je l'achète pour m'en servir et pour surtout la garder. J'ai 2 pages de mon livre des guides Porsche que j'avais acheté quand j'avais 18 ans ou 16 ans. Et donc voilà comment j'ai fait le deal. Et puis Léon était très gentil, je suis allé dormir chez lui. On est allé avec Hélène, on a acheté cette voiture et je me suis fiancé pour l'anecdote dans le retour de la descente de Paris à Marseille en ayant acheté une horrible bague au Maroc à Hélène. Et aujourd'hui, quand je vois la bague, j'ai honte. Moins honte quand je vois ma RS27. Ça nous fait rire tous les deux, puisqu'elle a vraiment eu la bague la plus vilaine qu'on pouvait avoir à l'époque, qu'elle me ressort de temps en temps quand même, c'est un dossier. Mais on s'est fiancé au bistrot romain avec une bague horrible dans une RS 2007, qu'à l'époque, personne ne voulait. Et donc, voilà l'anecdote de mes 2 premières Porsche que j'ai gardées. Ils sont extraordinaires. Voilà, j'ai gardé de jusqu'à mes 30 ans ou 35 ans que j'ai déménagé ici, oui, donc en 2000. Donc pendant une petite dizaine d'années, j'ai fait tout ce que je pouvais pour que ma boîte marche. J'étais pas si malin que ça parce qu'il m'a fallu 10 ans pour que ça marche bien. Et je gardais ces 2 voitures-là. Il m'est même arrivé pendant une année d'enlever l'assurance et de ne pas rouler avec parce que je n'avais pas les moyens de les faire rouler. Alors que c'est des voitures de collection, ça c'est assez simple à faire. Et je me suis racheté une autre folie quand j'ai déménagé l'entreprise dans le Luberon. Avant, on était à Marseille. Je me suis acheté une vraie coccinelle d'avant 67 avec les vrais phares ovales qui est juste derrière nous, qui est pas loin, ouais, dont je rêvais. Et voilà, j'étais un garçon comblé, un gros collectionneur parce que j'avais une 306, une 911 et une coccinelle et une Porsche à moteur avant. Donc j'avais 4 Porsche. Dont la coccinelle. Sans trop te lancer sur l'histoire de Porsche, parce que sinon, je pense c'est même pas un podcast qu'on va faire, on va rester 48 heures. Mais il y a une petite particularité en France, c'est que les Porsche ne sont pas vendus chez Volkswagen. Ouais. En fait, dans le monde entier, Volkswagen et Porsche, c'est la même famille, c'est la même marque, c'est les mêmes concessionnaires, ça choque personne. Le seul pays où ça ne l'est pas, c'est la France à cause de son auto et le début de l'histoire. Donc le début de l'histoire, pour la faire très courte, Ferdinand Porsche, qui est né au 19e siècle, est un génie. On lui doit sa maison électrifiée avant tout le monde. On lui doit les Mercedes SSK, énormément de choses. Et puis, il quitte Mercedes, il crée son bureau d'études et il répond à l'appel d'offres de créer une voiture à moins de 1000 Deutschmark pour le Troisième Reich, donc pour Hitler, mais en collaboration avec l'industrie automobile mondiale. Donc, il va voir Ford il crée une usine pour fabriquer